Coucou, bienvenue à un nouvel épisode de Coué Podcast. Aujourd'hui, on est au Centre Saghigan dans notre nouveau studio. Donc, on est en train de se préparer un nouvel environnement pour faire la saison 2 du Coué Podcast. Donc, à date, ça ressemble à ça. C'est un peu plus intime que ce qu'on avait. Mais on est quand même au Centre Saghigan, qui est un endroit important, multimédia pour la Nation Atikamekw ici à la TUC. Je suis présentement avec Shawerim Coucou. Oui. Enchanté. Enchanté. Puis Marilyn Tchatché. Oui. Salut les filles, contente de vous recevoir un nouvel épisode de Coué Podcast. Ça fait plaisir. C'est drôle de dire que c'est moi qui vous reçois alors que c'est complètement vous qui me recevez parce que moi je viens ici de Québec pour faire le podcast. Fait que, puis Shawerim, on t'avait déjà reçu là. Dans le passé, oui, j'avais fait partie de la première saison, je pense, du podcast où on avait parlé du film Le Mur Invisible auquel j'ai co-scénarisé avec Laurence B. Lemaire puis Marie-Christine Petitcoué. Mais je pense que quand on l'a fait, il y avait juste moi et Laurence quand on était Ouais, venus. exact. Vous pouvez aller chercher l'épisode si ça vous intéresse sur le film documentaire. Très, très intéressant. Puis, Marilyn, toi, tu travailles dans quoi présentement? Oui, en gros, je travaille au Centre d'amitié autochtone de la TUC depuis septembre 2019. J'ai commencé en tant qu'intervenante, puis depuis novembre 2022, je suis rendue gestionnaire du volet accomplissement autochtone au Centre d'amitié. Qu'est-ce que ça veut dire, accomplissement autochtone? Accomplissement autochtone, en gros, de la manière qu'on voit ça au Centre d'amitié autochtone, c'est donner la possibilité aux Autochtones en milieu urbain de s'accomplir en tant qu'individus. Ça commence avec la petite enfance. Quel genre de service qu'on peut leur donner? OK. Quand on fait l'évaluation des besoins, est-ce que c'est plus des services en orthophonie? C'est-tu plus des services en orthopédagogie? C'est des affaires qu'on développe au Centre d'amitié autochtone, qu'on s'assure que les gens qui fréquentent nos lieux puissent avoir le plus de services possible. Ça va aussi de soutien à l'apprentissage. À chaque semaine, on accueille les enfants pour les aider dans leurs devoirs. Puis, en cours de route, on va avoir un bonjour, un éducateur spécialisé qui va vraiment pouvoir évaluer correctement les besoins des enfants pour les référer au bon service. Puis, tu sais, on parle d'accomplissement autochtone, je parle beaucoup des enfants. Prochainement, on veut développer aussi des services pour adolescents. On a aussi des services en préemployabilité où est-ce qu'on accompagne des jeunes adultes, des adultes qui se cherchent, qui veulent retourner sur les bancs d'école ou bien qui voudraient se trouver un emploi. Fait que c'est ça un peu le genre de gestion que je fais. J'ai une équipe que j'outille, que j'épaule le plus possible pour qu'il y ait un bon rendement. Ça fait un très beau défi parce que là aussi, en ce moment, il manque du monde dans mon équipe là, pour des raisons... des raisons personnelles, fait que je me retrouve avec une petite équipe, fait que ça devient un petit peu ardu en ce moment, mais c'est pas grave, je trouve que c'est tellement un beau défi, c'est vraiment stimulant, c'est vraiment plaisant. Tu viens de où? J'habite à la TUC, je suis née à la TUC, j'ai vécu à la TUC. Je suis partie à Trois-Rivières 5 ans le temps de faire mon cégep et mon université, puis je suis revenue pour travailler pour le Conseil de la Nation Atikamekw. Je faisais beaucoup de remplacements dans un foyer de femmes autochtones qui vivaient la violence conjugale. J'ai aussi travaillé dans un centre pour les jeunes Atikamekw qui avaient des besoins, tu sais. Puis c'était vraiment très enrichissant. J'ai toujours travaillé dans des contextes autochtones depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Je commençais à travailler dans un dépanneur, puis même à ça, tu sais, la clientèle que j'avais, la moitié, c'était des Autochtones. Ah ouais, ici, au fil du temps, ouais. Pas trop loin d'ici, là. Shawerim, c'est quoi tes projets présentement? Moi, en ce moment, je travaille dans un organisme qui s'appelle le Centre d'activités populaires éducatives. Je suis agente de projet et de communication. Donc, je suis justement agente de projet pour tout ce qui est développement de la réussite éducative des jeunes enfants pour leur apprendre le plaisir de la lecture et de l'écriture. Puis, ça comporte beaucoup de services. Notre service qui marche le plus présentement, c'est le tutorat parents-enfants. Donc, on outille justement les enfants qui ont des troubles de difficulté, pas des troubles de difficulté, mais des troubles d'apprentissage scolaire pour pouvoir justement les aider à augmenter leurs notes ou peu importe qu'est-ce qu'ils ont comme objectif. Sinon, l'aspect communication, c'est un peu de tout et de rien, honnêtement. Là, je pourrais même pas comment spécifier ça exactement. Qu'est-ce que c'est la communication dans le cadre de mon travail? Mais c'est très enrichissant. Puis j'en découvre beaucoup aussi sur tout ce qui est alphabétisation, en fait, parce que avant de commencer à travailler au CAP, j'avais aucune idée de comment je pouvais expliquer ça.
je pense qu'il y a beaucoup de stigmatisation derrière le mot alphabétisation. En réalité, ça veut juste dire apprendre à lire et à écrire. Mais ouais, c'est pas mal ça que je fais, mais sinon j'ai plein de petits contrats de tout genre, de tout bord, de tout côté. Fait que je suis très occupée, mettons. C'est des beaux défis. Puis tantôt on parlait, t'es allé voir un film hier ici à La Tuque. C'est quoi le film que t'es allé voir? J'étais allée voir un film documentaire qui s'appelle « Je vous salue, salope ». C'est un documentaire concernant la misogynie sur les réseaux sociaux à l'ère de 2023. C'était... Je suis sortie de là, j'étais bien stressée, là, j'en shakeais quasiment. Là. Mais c'est un documentaire qui a été présenté à La Tuque. C'est où que ça a été présenté, en fait? Au Complice culturel Félix Leclerc. Puis ça, la ville de La Tuque présente des films documentaires un peu tout le temps? Mais ça, c'était dans le cadre, en fait, de la Journée internationale du droit des femmes qui a eu lieu le 8 mars, mercredi le 8 mars. Puis toute la semaine, il y avait des ateliers, des activités qui étaient présentées en collaboration avec le Toit de l'Amitié, qui est un centre d'hébergement pour femmes ici à La Tuque. Puis ça faisait partie du cadre de cette semaine-là, en fait. Puis toi, tu avais participé aussi à une activité pour cette journée-là? Oui, le Conseil de la Nation Atikamekw avait fait une marche où, c'est pas le Conseil de la Nation Atikamekw, je pense que c'est le Centre Aspermouine, qui est un centre d'hébergement pour femmes autochtones victimes de violences, qui avait organisé une marche pour souligner l'importance de la femme. Donc, on a fait une marche symbolique avec des aînés venus des communautés de la population autochtone urbaine de La Tuque, ainsi que tous les organismes et partenaires de la ville. Ça a été un très beau moment, très, très touchant. Puis de se rappeler à quel point la femme est une personne exceptionnelle, est un humain exceptionnel. Ouais, c'est elle qui donne la vie en plus. C'est ça. Est-ce que ces activités-là, tu sais, parce que ça touche pas non seulement les Autochtones, ça touche toutes les femmes. Est-ce qu'il y avait eu un beau mélange entre les gens de la ville de La Tuque puis les femmes autochtones? Personnellement, de mon côté, pour cet événement-là, j'ai été très surprise de voir l'unité des Autochtones et des non-Autochtones, que les non-Autochtones ont répondu à l'appel du Centre Aspermouine de venir, de montrer leur soutien à travers leur présence ici au Centre Zakigan. Quand ça s'est au lieu de départ, on a eu ici beaucoup d'élèves venant de l'école secondaire Champagnat à La Tuque. On a eu la directrice de l'école secondaire Champagnat, justement. On a eu elle qui s'occupe de tout le volet autochtone au niveau des écoles primaires de La Tuque aussi. Puis elle a délivré un beau témoignage. J'en ai eu des frissons, en fait, lorsqu'elle a lu son texte. On a eu aussi la Miss Atikamekw-Nerisco, qui est notre... La quoi? La Miss Atikamekw. On a une Miss Atikamekw maintenant depuis l'année passée. Oui, puis cette fille-là, en fait, c'est quelqu'un qui a démontré toutes ses connaissances au niveau de la culture Atikamekw, puis qui a été votée par les membres de la pas par les membres de la communauté, mais par les membres de la nation pour représenter les Atikamekw à travers différents événements. Mais de présence, on a eu aussi beaucoup d'aînés qui ont été là. On a eu quelques hommes aussi qui sont venus montrer leur support, dont le frère de Marilyn. Donc, non, c'était drôle. Je trouve ça que... Ben, je ris parce que je trouve ça plaisant de savoir qu'ils participent. Tu sais, on dit que c'est une marche pour le droit des femmes, sensibiliser aux réalités qu'ils vivent, là. Surtout que c'est un centre d'hébergement pour femmes qui a organisé l'événement. C'était vraiment plaisant. Moi, j'ai pas pu participer à la marche, mais j'ai vu les gens passer à travers la fenêtre. J'ai vraiment aimé voir des enfants qui ont participé à ça, tu sais, les jeunes qui sont à l'école secondaire. Ça vient vraiment sensibiliser à cette réalité-là dans toutes les tranches d'âge. Tu sais, on pense beaucoup que c'est juste les femmes. Souvent, il y en a qui pensent que c'est des femmes qui vivent des situations de vulnérabilité, qui ont des problèmes financiers, mais pour moi-même, avoir travaillé dans un centre d'hébergement pour femmes, j'en ai vu que tu t'attendais pas du tout à aller voir là. Tu te dis, ben voyons donc, pourtant, on pense que cette femme-là, elle a un bon job, elle a un bon mari, tout ça, mais finalement, on se rend compte que c'est carrément le contraire. Ça touche carrément toutes les classes sociales, tous les âges. Cette semaine, justement, dans le cadre du 8 mars, la Journée des droits de la femme, j'avais ressorti un PowerPoint que j'avais fait l'année passée afin de faire un atelier là-dessus avec nos membres au Centre d'amitié autochtone à La Tuque. Puis il y avait une statistique qui m'avait fait peur, disant que les jeunes adolescentes au Québec, il y en a 63% qui vont avoir vécu de la violence conjugale. Chez les adolescents? Chez les adolescentes. Pour moi, c'est genre, tabarouette.
Tu dis, c'est des enfants, puis qui vivent la violence à cet âge-là, c'est épouvantable. Là. Il y a du chemin à faire là-dessus. On se dit que c'est des adolescents, c'est les premiers amours, tu sais, c'est des amourettes, mais finalement, on se rend compte que c'est problématique, là. C'est plus qu'un 50%, 63%, là. C'est carrément des gens qu'on côtoie tous les jours, mais qui n'osent pas vraiment en parler parce que par moment, ils se font pas croire. Ils vont en jaser, puis on va dire, ben non, de toute façon, c'est toi qui as décidé d'être en couple. Puis en même temps, il y a tellement de trucs à prendre en considération. C'est du cas par cas, mais... Puis ça, la présentation que tu avais faite, c'était dans le cadre de la journée, mais est-ce que les gens sont réceptifs quand même au centre d'amitié? Tu sais, les gens, oui, c'est ça. Quand on organise des activités, des fois, sur l'heure du midi, nous autres, on sert de la soupe, il y a tout le temps des gens, puis quand on leur présente des ateliers, des activités, ils sont ouverts. Tu sais, on veut pas non plus que ça soit trop long, on veut pas non plus que ça soit trop lourd à entendre. Fait que moi, j'avais fait ça sous forme de jeu questionnaire. Tu sais. Bon, j'ai des énoncés en rafale, puis on va essayer de deviner c'est quoi les réponses ensemble, puis après ça, on en discute si les gens y veulent. Puis on en a parlé beaucoup là, du centre d'amitié dans le podcast. On a reçu Lauriane, on a reçu beaucoup des gens qui font partie de l'organisation. Puis c'est un peu ça le but aussi du podcast, c'est de faire valoir, puis de montrer, de mettre en lumière les belles choses qu'un centre d'amitié peut faire, puis plus particulièrement dans la ville de La Tuque ici en ce moment. Puis fait que, tu sais, c'est ça, puis on en a parlé beaucoup, mais quand même, j'aimerais ça que vous me fassiez un genre de petit mini résumé de c'est quoi dans le concret, là, au jour le jour, c'est quoi qui se passe dans un centre d'amitié? Oh, il y a tellement de choses. C'est ça, c'est tellement réparti. Il y a plein de projets, il y a plein de On a juste une 50aine de projets. Juste ça. Mais tu sais, mettons un Autochtone qui a aucune idée, qui débarque de Wemuntashi ou de Manawan, qui vient faire un tour à La Tuque, puis il est un peu dépourvu. C'est-tu la première chose qu'il va faire, se déplacer au centre d'amitié, aller rencontrer du monde? Pour certains qui connaissent cette possibilité-là, d'arriver dans un lieu communautaire où est-ce qu'ils vont se sentir en sécurité dans un milieu autochtone. Il y en a qui vont y aller, il y en a d'autres qui s'y connaissent plus ou moins, ils savent pas trop s'ils peuvent passer du temps dans la grande salle, venir prendre un café, parler avec les animateurs, les intervenantes. Mais tu sais, c'est comme des petits défis qu'on a là, de susciter l'intérêt des gens à venir visiter nos lieux et tout. Mais il y a du monde quand même. Ah oui. Chaque fois que j'y vais, il y a tout le temps 15 On a même des habitués. Ah oui. Beaucoup d'aînés, je pense, qui utilisent le milieu de vie du centre d'amitié. Puis c'est vraiment plaisant de pouvoir contrer un peu l'isolement que les aînés ont tendance à ressentir à travers le centre d'amitié, en fait. Oui, parce qu'eux, ils viennent, ils rencontrent d'autres aînés, ils peuvent jaser, peuvent prendre du café, puis... Je pense à les voir, ils ont tendance à rester là aussi toute la journée. Fait que c'est vraiment plaisant pour eux d'avoir justement ce milieu de vie-là pour... Oui, justement, il y en a qui vont passer leur journée au centre d'amitié à juste passer du temps ensemble pour justement briser l'isolement social. Ça vient prévenir un paquet de choses. Tout le temps rester à l'intérieur de chez soi, ça peut amener des problématiques, mettons, de se couper... de la société, de s'isoler, de plus vouloir voir des gens, puis là, ça peut peut-être engendrer des problèmes de santé mentale, des dépressions, de l'anxiété. Puis c'est parfois ardu, une fois d'être habitué d'avoir ce genre de vie-là, de pouvoir sortir de la maison. Fait qu'au moins, le centre d'amitié offre cette sécurité-là que tu peux venir voir du monde, tu peux être en sécurité, tu peux parler ta langue, on va jamais te juger. Puis si tu as besoin d'aide, il y a tout le temps du monde qui vont pouvoir t'écouter. Autant en santé qu'en psychologie. Ah oui, n'importe quoi. On a même des infirmières, on peut faire des références, on a des travailleuses de proximité qui peuvent même les accompagner pour toutes sortes de demandes, que ce soit remplir des formulaires pour avoir la carte de statut indien, avoir la carte d'assurance maladie, même de l'accompagnement à l'hôpital pour certains qui ont plus ou moins le courage d'y aller tout seul, là, tout dépendamment de comment ils sentent là-bas. Là. Puis, je sais pas si ça fait partie vraiment de ton département à toi, mais est-ce que tu te considères... Parce que vous aussi, personnellement, vous avez quand même peur d'aller à l'hôpital, tu sais, étant une femme autochtone. Il y a pas longtemps, le centre d'amitié... les centres d'amitié autochtones de La Tuque ainsi que celui de Trois-Rivières
puis le centre de santé de Wemotaci ont eu un forum santé à Trois-Rivières pour parler des enjeux que les Autochtones en milieu urbain vivaient quand ils allaient à l'hôpital. Puis j'ai pu participer autant en tant que participante que comme panéliste. Puis c'est dans ces moments-là que tu découvres à quel point certaines situations pourraient sonner un peu anodins pour des personnes non autochtones majoritairement qui, quand ils vont à l'hôpital, ont des bons soins. Mais, tu sais, d'entendre des aînés dire qu'ils ont peur d'aller à l'hôpital parce qu'il y a une coupure au niveau de la langue, admettons, ou... Ben oui, tu veux juste arriver, tu veux expliquer ton problème, j'ai mal à la mâchoire, tu es pas capable de le dire en français. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a certains hôpitaux, admettons, celui de la TUC offre un service d'interprétation. Donc, tout le temps, une personne... pas tout le temps, mais de jour, il y a une personne à Atikamekw qui est sur place pour venir traduire aux besoins les personnes qui ont tendance à parler Atikamekw au lieu de parler en français. Mais tu sais, de mon côté à moi, c'est vraiment 50-50. Par moment, je préfère aller au centre d'amitié, justement, pour... À la clinique. À la clinique. Il y a une clinique c'est la clinique à Jugan, je pense que ça s'appelle. Personnellement, je préfère aller là-bas que d'aller attendre plusieurs heures, premièrement, à l'urgence, mais aussi de savoir que les filles qui travaillent à la clinique ont une connaissance des réalités autochtones, puis qui sont pas là pour te juger, qui sont vraiment là pour t'aider, puis qui ont vraiment ton bien-être à cœur. Par moments, j'ai pas senti ce sentiment-là quand je suis allée à l'hôpital. Donc, je préfère vraiment avoir ce service-là au sein du centre d'amitié, qui est vraiment un endroit sécuritaire, en fait. Il y en a beaucoup de membres qui l'utilisent, ce service-là. C'est que ce soit pour des vaccins, des prises de sang, des consultations, changer un pansement, avoir des références. Là, c'est super intéressant. Là. C'est ça, sauf que si la clinique a sa limite, ils n'auront pas le choix d'envoyer la personne à l'hôpital. Mais même encore là, tu sais, il y a de l'accompagnement. Tu sais, j'ai déjà entendu des personnes qui avaient besoin d'accompagnement pour aller à l'hôpital à Menton, à Trois-Rivières, puis il y a quelqu'un qui s'est déplacé avec eux pour pouvoir les amener à l'hôpital. Donc, tu sais, d'avoir ce soutien-là, malgré tout, que ce soit pas juste basé à la TUC, je pense que ça répond à un très gros besoin au niveau de la population autochtone urbaine de la TUC. Puis j'espère que c'est un service qui pourrait être aussi développé à travers d'autres centres d'amitié autochtones à travers la province, en fait, là, parce que c'est tellement essentiel, en fait, au bien-être de la personne autochtone. Tout à fait. Puis, étant des jeunes femmes autochtones vivant à la TUC, qu'est-ce qu'on fait à la TUC? Je veux dire, comme activité, c'est quoi que un peu vos hobbies? Non, mais tu sais, c'est vrai, moi, je viens ici, tu sais, c'est quand même une petite ville. C'est ça, mais en fait, la réalité, c'est qu'on reste pas souvent ici. Ça fait très longtemps, mais tu sais, ça fait peut-être 2 ans qu'on traîne très, très souvent ensemble, puis on est rarement à la TUC. Durant les fins de semaine, on est tout le temps sur la route, que ce soit pour aller à Wemotaci ou aller dans le bois, que ce soit pour aller à Trois-Rivières, Montréal, Québec. On fait un peu de tout et de rien. Mais quand on est ici, c'est plus vraiment au niveau de la communauté. Je pense que c'est ce qui définit la TUC, c'est vraiment la communauté qu'on a bâti, que ce soit à travers des amis ou que ce soit à travers, mettons, des petites activités que la ville essaye de faire. Oh oui. Je sais que là, en fin de semaine, il y a une activité au chalet des skis. Je ne sais plus c'est quoi le nom de l'activité, mais je sais qu'il y a plein de... Tu vas avoir des performances, il va y avoir des compétitions de ski, il me semble. Fait que tu sais, juste d'avoir des petits événements comme ça qui te font sortir de chez toi, c'est super agréable, mais oui, on est comme il y a 2 semaines, il y a eu l'activité au Parc des Chutes, la rivière Bostonnais, le plaisir d'hiver. Pendant une journée complète, les familles étaient invitées à venir aller à des kiosques, participer à des activités. Même le Centre d'amitié autochtone s'était impliqué où est-ce qu'on racontait des contes et légendes aux enfants dans un tipi là, pour vivre l'expérience. C'est super le fun. Puis les gens pouvaient aller faire du ski, faire du ski raquette, manger de la soupe. Il y avait même une femme qui était là pour donner des petits cours de yoga en même temps. Ils pouvaient aller patiner. C'est super. Il y avait aussi, en fait, mon organisme qui était là. Le CAP était là pour présenter un parcours. Je pense qu'on l'avait appelé le parcours du petit explorateur pour aller découvrir justement la faune qu'on avait au sein du Parc des Chutes. Moi, j'avais pas pu être là parce que j'avais une chirurgie la veille, mais vraiment, je suis fière de mes collègues d'avoir pu
faire profiter la population avec ce petit parcours-là. Puis les gens participent quand même à la TUC. C'est impressionnant. Chaque fois qu'il y a des activités, des choses qui se passent, les gens ils se rassemblent. C'est beau à voir. Ouais. Surtout l'été. Oui, l'été surtout encore plus que l'hiver. Là, je pense qu'il y a ces derniers temps, la ville essaie justement de mettre en place des activités durant l'hiver pour promouvoir justement les activités qu'on peut faire durant cette saison-là. T'as même le club des 3 raquettes qui organise des marches en randonnée organisées. Les 3 raquettes? Ouais, c'est le nom de... Mais où la 3e? Je sais pas. Faudrait leur demander. C'est vrai que c'est intriguant. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Mais si tu regardes le logo, la dernière fois que j'ai regardé le logo du club des 3 raquettes, t'as 2 raquettes comme plus modernes, je sais pas comment dire ça, puis t'as une raquette à Tikamek au milieu de l'image. Fait que peut-être que c'est pour faire comme une belle représentation entre les deux. Ben oui. Ah, c'est vrai. Mais bon, ça reste à... On va les informer. On va les informer au sein de leur équipe. Ben, pourquoi pas. Mais tu sais, quand même, là-dessus, vous avez un petit centre de ski. Ben oui. Vous avez quand même plusieurs restaurants. Tu peux même aller faire du ski alpin. Ouais, ben ça, une petite montagne de ski. Puis on a aussi, je sais pas par contre, Yuki, il faudrait que je me renseigne parce qu'une de mes collègues fait beaucoup de ski de fond, puis aussi le chalet de ski de fond, mais apparemment, il n'est même pas la même place. Je sais pas You par contre. Mais j'aimerais vraiment savoir Yuki. Vous êtes entouré de montagnes aussi. Il y a plein de gens qui viennent faire de la motoneige, qui se déplacent partout dans la province, qui arrivent ici. Pour quelqu'un qui adore le plein air, là, c'est la place. C'est ça. Puis durant l'été, en fait, il y a tout ce qui est les sentiers de randonnée. En fait, t'as beaucoup de sentiers de randonnée à travers la ville. Moi, mon déjà perdu pendant 3 heures de temps l'année passée. Dans le bois, autour de la ville? Parce que je m'étais trompée de chemin. Là. Je me suis dit, ben là, j'ai rien à faire l'après-midi. Je vais aller dans un sentier. Là, après ça, j'ai monté une montagne. Là, j'étais genre... Là, je trouvais qu'il n'y avait plus ben de traces de pas à terre. Je me dis, OK, mais je vais continuer. Plus que j'avançais, moins que je voyais de pas. Je voyais même des traces rebroussées le chemin. Oh non! C'est vrai? Là, après ça, je descendais en montagne. Je voyais plus de traces de pas. Je suis comme, bon, ben, je me suis trompée de bord. Fait que... durant l'été aussi. que je me promène là, vraiment longtemps. As-tu appelé les secours? Non. Je suis sortie de là, il était 4 heures. Là, je suis rentrée là, il était 3 heures. J'étais tannée. Mais durant l'été, il y a aussi une place où on aime bien aller, c'est aux chutes Wayagamack. Ah oui! Il y a une belle chute, en fait, qui est comme à peut-être 10 minutes d'auto de la ville. Mais t'as une belle chute, puis t'as comme un petit bassin naturel qui s'est créé. Fait que c'est le fun de pouvoir aller patauger, d'être dans l'eau dans cet endroit-là. Moi, c'est un de mes endroits préférés en ville, en fait. J'ai déjà été, c'est super beau. Puis t'as même un sentier de vélo. Ouais. Parce qu'il y a même des endroits où tu peux faire du vélo en masse à la tuque. Que ça soit en BMX, un vélo de montagne, un fat bike. Vous avez un circuit de BMX, hein? C'est vrai. Seigneur, ouais. Ah, puis il y a même une place où on peut faire de la motocross, hein, je pense. Il y a comme un gros pit de motocross avec des jumps. Proche du parc des Chutes en bas. Là. Ouais. Non, en tout cas, je suis bien impressionné à chaque fois. Les activités là, de la ville, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. D'ailleurs, moi, je viens souvent ici pour le travail, mais tu sais, à chaque fois, il y a des activités. C'est toujours plaisant. Ouais. La vue est incroyable. On est entouré de montagnes. Pendant un moment, je me remettais beaucoup en question à savoir où est-ce que je voulais faire ma vie. Tu sais, j'ai 26 ans, j'ai fini les études, mon baccalauréat, j'ai mon job, j'étais en appartement, mais est-ce que j'ai envie de rester à la TUC? J'ai-tu envie d'aller ailleurs? Mais en regardant les gens qui habitent dans les métropoles, dans les villes, à 2-3 heures d'ici, ils viennent tous à la TUC pour venir en vacances. Là, je me dis, ben là, j'étais en vacances à l'année longue. Fait que c'est super plaisant. Puis en plus, le coût de la vie est beaucoup moins cher qu'ailleurs. Là, tu sais, pour avoir habité dans différents endroits comme Trois-Rivières, Odana, qui est une très petite communauté autochtone dans le centre du Québec, quand j'habitais à Toronto aussi, la chose qui manquait le plus, en fait, c'était la proximité avec la forêt. Il y avait des moments, certaines journées où que je sentais vraiment le besoin de retourner par chez moi pour être entourée justement des arbres puis de me ressourcer parce que la vie dans des grandes villes a tendance à aller comme à 100 000 à l'heure puis t'as comme pas le temps de relaxer puis tu sais pas où, c'est très stressant, tu sais pas où mettre de la tête puis tu veux juste comme prendre un pas de recul pour dire OK, je vais prendre un moment pour prendre mon souffle puis après ça on va retourner comme où que je dois être pour les différentes on en a déjà parlé, mais quand tu vivais à Toronto pour les études, mais tu sais quand même tu pourrais
en reparler un peu. Tu sais, c'est quand même intéressant. Tu étais jeune en plus quand tu es parti là-bas. Oui, j'avais 19 ans en fait quand j'ai déménagé en Ontario pour la deuxième fois. Parce que la première fois, j'ai déménagé, j'avais 12 ans. Mon père m'avait payé en fait une immersion pour que j'aille apprendre l'anglais. Mais c'est la première fois que je prenais l'avion, la première fois que je partais toute seule pour une longue période de temps sans mes parents. Attends, toute seule? À 12 ans? À 12 ans. Ben voyons donc. J'étais allée dans une famille d'accueil là-bas pour aller apprendre l'anglais. Ça a été toute qu'une expérience. T'as pris l'avion toute seule à 12 ans? Oui, puis c'est la première fois que je prenais l'avion en plus. Je m'en souviens, on était dans le tunnel. J'étais dans le tunnel en fait pour monter dans l'avion, puis mon père me faisait bail à partir de l'autre extrémité du tunnel. Puis genre, non, je veux rentrer, je veux rentrer. Je comprends. Puis là, après ça, t'arrives toute seule à l'aéroport ou t'avais des gens qui t'attendaient? Quelqu'un était censé m'attendre. La personne n'était pas là. Je paniquais un peu. J'ai appelé mon père, je pleurais. Il n'y a personne ici pour venir me chercher. Qu'est-ce que je fais? Mon père était prêt à venir me chercher à Toronto, en fait, quand il a su qu'il y avait personne qui était là pour venir me chercher. Mais en fin de compte, il y a eu un malentendu au niveau de l'emplacement. La personne m'attendait dans un autre terminal, tandis que j'étais dans un autre terminal. En tout cas, ça a tout été qu'une expérience, mais ça a été super le fun, super enrichissant. Tu rencontres des personnes aussi de pas mal du monde entier, en fait, parce que c'est des personnes qui essaient d'apprendre l'anglais comme toi. Donc, moi, j'étais beaucoup avec les Mexicains, en fait. Je sais pas, il y avait une connexion qui s'est faite entre moi puis les personnes mexicaines qui sont venues à Toronto. Mais ça a été une très belle expérience. Puis c'est ça, quelques années plus tard, j'ai décidé de retourner à Toronto pour faire... Attends. Moi, ça m'intéresse. Quand tu as rencontré les personnes mexicaines, les Mexicains, est-ce qu'ils parlaient en espagnol? Oui, ils parlaient en espagnol. Parlais-tu un peu espagnol? Pas du tout, mais je peux te dire qu'à la fin, quand je suis rentrée chez moi, j'ai développé des certaines capacités à apprendre l'espagnol. Puis ça, je pense que j'appelle ça mon super pouvoir, en fait, mais j'ai une facilité à apprendre les langues. Ça vient très naturellement, très facilement pour moi d'apprendre une nouvelle langue. Puis c'est quelque chose que j'adore. Je trouve que ça ouvre des portes inimaginables pour justement apprendre à connaître le monde entier, pas juste qu'est-ce que on te présente en général. Tu sais, quand tu vas voir les personnes locaux de la place qui vont te dire certaines choses, qui vont te montrer certaines choses, c'est tellement comme enrichissant, en fait. OK, fait que là, tu es en train de me dire qu'à l'âge de 12 ans, tu parlais atikamekw, français, tu avais des bases en anglais, puis en espagnol. Oui! Mon Dieu, hein? Fait qu'on parle d'un cerveau sur deux pattes, là. Mais tu sais, en 2019 aussi, mon père m'a offert un gros cadeau de graduation quand j'ai fini le cégep. Non, c'est pas vrai. On est allé, en fait, au Pérou. Depuis l'âge de 7 ans que je disais à mon père, je vais aller voir le Machu Picchu. Puis un jour, il m'a dit... T'as fini le cégep, mais moi, pour te féliciter, je t'amène voir le Machu Picchu. Fait qu'on est allé au Pérou. Puis on est resté là une semaine et demie. Puis à la fin, quand on est revenu, pour moi, c'était très facile de comprendre qu'est-ce que les personnes nous disaient. Quand on allait, mettons, dans des restaurants, quand on allait dans des musées ou juste se promener en général, quand les personnes nous parlaient, ça venait super facilement, puis ça s'est passé en dedans d'une semaine. Fait que j'imagine pas qu'est-ce qui serait passé si j'aurais resté encore plus longtemps comme ça à Lima. Puis avez-vous des aspirations à voyager? Ben là, parce que je veux aussi que Marilyn s'implique dans la conversation, là, mais tu sais, avez-vous des projets de voyage au pire personnel même ou pour le travail? On parle d'aller en Louisiane, en Nouvelle-Orléans. Ah ouais? Très prochainement. Un voyage personnel ou... Oui, personnel. Un road trip en voiture. Wow! Ah oui. C'est la première fois que je vais partir en voiture aux États-Unis. C'est là que je vous l'apprends, je pars en voyage. Mais j'ai pas mon passeport. Non, on part... vous allez y aller ensemble? On y va ensemble. Ah, cool! Très prochainement, on part... Dans pas long. Donc, très pas long. Dans très pas long, mais j'attends mon passeport. OK. Ouais, mais c'est bien correct. Puis pourquoi la Louisiane? C'est quoi le rêve? Fait, moi, il n'y a pas vraiment de rêve en tant que tel. En fait, ça vient du projet d'une de nos amies. Je m'en souviens, il y a quelques mois, quand elle avait fini son université, elle nous avait demandé si ça nous tentait d'aller prendre un verre avec elle. Puis j'étais allée. Puis en fin de compte, en entendant les autres personnes, il y avait juste moi puis elle, puis elle me parlait justement de son rêve d'aller visiter la Louisiane, puis qu'elle aimerait ça aller en Louisiane prochainement. Puis elle m'avait demandé si j'étais intéressée. Puis j'ai dit, moi, c'est sûr que oui. Moi, du moment que j'ai la chance d'aller explorer le monde, j'embarque. J'ai l'impression de pas savoir dans quoi je m'embarque, là. Mais je me dis, ça va être une belle expérience, là. Ben oui. Je sais que c'est par là-bas que le jazz a commencé à découler. Je connais pas vraiment le jazz, mais j'aime tellement ça apprendre. Aussi, il y a des musées sur le voodoo. Fait qu'on va aller visiter ça.
Mais ce qui est cool aussi, c'est en descendant vers... tu sais, parce que c'est quand même dans plusieurs le sud, endroits à aller voir c'est ça, tant qu'à y être, t'arrêtes peut-être, tu sais, je sais pas par où vous allez passer, mais tu peux arrêter par plusieurs endroits là, en chemin. Ma mère veut absolument que j'aille à Nashville. Moi, mon père, en ce moment, en fait, il est en Nouvelle-Orléans. Quand j'ai dit que j'allais en Nouvelle-Orléans, il a dit que lui aussi, ça il tentait d'y aller. Fait qu'il voulait aller avant moi. Fait que le voici en Nouvelle-Orléans. Il revient soit aujourd'hui ou demain, mais il m'a appelé hier pour me dire que c'était un très bel endroit, qu'il avait vraiment hâte pour moi d'aller explorer les activités touristiques que la Nouvelle-Orléans a à offrir. Il voulait aller voir si c'était sécuritaire avant de t'envoyer là-bas. Il est allé s'assurer que tout était correct. Oui, c'est ça. Mais moi, je pense que ça me rassure. Je suis pas tant habituée à faire des voyages de ce genre-là. De savoir que quelqu'un est allé avant nous autres. Toi, il y a ton père qui est allé là-bas. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui m'a envoyé juste des vidéos. Ah, le nombre de criminalité. Je capotais. Le premier soir, quand on s'était dit que c'est là-bas qu'on était, j'ai fait une recherche sur Internet. Là, il y avait un article qui avait sorti il y a 16 heures qu'une personnalité québécoise est allée en voyage là-bas, que c'était un de ses meilleurs voyages. Puis 10 heures après, tu avais un autre article qui disait qu'il y avait eu un meurtre en Nouvelle-Orléans. Je me dis, oh mon Dieu, ça me tente plus, là. Finalement, tu sais, le truc d'un autre côté, il y a des meurtres partout dans le monde. Des meurtres à Montréal chaque semaine. Ben, c'est ça. Je me suis dit, ben là... c'est pas autant pire au Québec. On va y aller. On va faire une expérience de vie. Puis les États-Unis, c'est sécuritaire. Si jamais en fait, le seul principe, c'est si t'écœures pas le monde, tu te feras pas écœurer. C'est ça. Ben, à moins que tu sois vraiment malchanceuse, là, mais en général, si tu t'écœures pas le monde, tu vas vivre un beau voyage. Tu fais ce que t'as à faire, puis... Je dois rester bien, bien tranquille. Parfait. Fait que Marilyn, t'as grandi à La Tuque, puis toi, Shawérim, t'as grandi... Un peu partout. Un peu partout. Mais ce que je veux dire par là, c'était que, tu sais, j'ai grandi à La Tuque, oui, mais en même temps, j'ai tellement fait des allers-retours de certaines périodes de temps à Wemontachi, fait que à savoir... Tu sais, quand moi, je dis que c'est où ma maison en tant que telle, j'ai tendance à dire Wemontachi. Je dirais pas La Tuque, malgré le fait que c'est ici que j'ai grandi toute ma vie. Parce qu'il y a ma famille, il y a la connexion avec le territoire aussi qu'on a quand on est en communauté. T'as toutes mes souvenirs préférés de jeunesse aussi qui se passent sur la communauté. Fait que moi, quand qu'on me demande je viens d'où, je vais dire de Wemontachi malgré tout. Là. C'est le fun d'aller à Wemont. La fois qu'on avait été sur ton territoire, là. Ah oui, en septembre passé, durant la semaine culturelle, pour les personnes qui savent pas, les semaines culturelles, c'est des semaines de congés, en tant que tel, de congés pédagogiques que les communautés atikamekw ont instauré pour donner la chance aux jeunes et aux adultes d'aller sur le territoire puis d'aller continuer leur apprentissage du territoire durant 2 semaines. Donc, il y en a une durant l'automne, puis un vers le fin printemps, me semble. Mais c'est mon moment préféré de l'année pour aller justement dans le bois. Il n'y a pas de mouches, ce qui est très, très plaisant. J'ai vraiment aimé ça que tu m'as amené là. C'était full plaisant. Dormir dans un temps de prospecteur, placer le sapinage, elle m'a montré comment faire. Fait qu'après ça, je vais être capable de faire ça dans les autres années. Ça, c'est un enseignement. C'est ça, c'est un enseignement, en fait. Puis moi aussi, tu sais, pendant tellement longtemps, je pense j'ai eu comme une certaine honte d'être autochtone. Puis je voulais rien savoir de nos coutumes, en fait. Fait que vraiment, dans les dernières années, de se réapproprier ces enseignements-là, puis de ces traditions-là, ça me fait vraiment du bien, puis de savoir que je suis capable, moi aussi, maintenant, de les transmettre à mes amis qui n'ont pas nécessairement la chance d'aller sur leur territoire aussi souvent, mais ça, tu sais, je pense que je redonne qu'est-ce qu'on m'a donné aussi, là. C'est très gratifiant. C'est drôle parce que tantôt, vous disiez que les aînés en ville, ils vivent seuls, puis qu'ils ont des problèmes de solitude. Tandis que quand tu vas dans la communauté, c'est l'extrême contraire. C'est des maisons remplies de gens. Comment ça se passe quand tu es une enfant puis que tu vis dans la communauté? C'est quoi une journée typique, tu sais, mettons, de congé, là? Tu sors dehors, tu vas jouer dehors? Les gens vont jouer dehors? Moi, si je me souviens de mes journées d'enfance, c'était ça. Les enfants avaient tendance à être à l'extérieur jusqu'à très tard le soir, puis comment on disait de rentrer, c'est que t'attendais un coucoum, genre t'appelais « Shawérim, Beguagé! » Fait que là, tu l'entends parce que le parc est pas si loin. Fait que là, tu retournes chez la grand-mère. Puis, tu sais, il y a l'aspect aussi intergénérationnel aussi de la maison. Fait que dans ma tête, il fallait que j'écoute Coucoum. J'avais plus de respect à écouter Coucoum que d'écouter mes parents. Là. C'est les Coucoums qui décident. C'est patriarcal.
Puis dans toutes les maisons, les grands-parents vivent avec les familles, quasiment. À cause du problème de logement qu'on rencontre dans les communautés. C'est surpeuplé. Tu peux avoir pratiquement 2-3 familles dans une maison. Tu sais, c'est très typique que tu peux retrouver 10 personnes dans une même maison dans les communautés, justement parce qu'il manque de logement, d'habitation. Là. Mais tu sais, le problème d'habitation, c'est relié à plein d'autres problèmes. L'économie, c'est des problèmes aussi d'infrastructure. Les routes, là, ça se bâtit pas en 5 minutes, une communauté. Puis la réalité, c'est que la base de la communauté, ça a été imposé puis bâti par des gouvernements. Puis c'est pas comme ça que... Tu peux même pas tu peux même pas être propriétaire de ta propre maison en communauté. Mais tu sais, des dernières années, tu peux acheter ta maison. Mais la seule chose qui t'appartient, c'est la maison, pas le territoire, parce que le territoire en tant que tel, c'est propriété de la reine, le roi maintenant j'imagine. Mais tu sais, ça reste que c'est tellement comme, j'en reviens pas moi qu'encore aujourd'hui, tu peux même pas avoir ta propre terre en fait, sans que ça l'appartienne à une entité externe que tu n'as jamais rencontrée de ta vie, puis tu vas sûrement jamais rencontrer, puis qui il y a encore du chemin à faire. Parce qu'eux, ils veulent se garder le pouvoir de dire si un jour ils veulent faire une mine ou ils veulent faire un barrage hydroélectrique, comme c'est déjà arrivé plusieurs reprises, de pouvoir prendre le village puis de déplacer le village. Puis ils l'ont fait là, à certains endroits. À Bay James, là, ils ont carrément pris des maisons, l'église, ils l'ont mis sur un traversier. Puis ils l'ont traversé sur un autre endroit parce qu'il y avait une communauté. Est-ce que je me rappelle plus... là, ça me revient pas, là, mais j'avais visité ça, une communauté, puis que tout le village était sur une île. Puis là, à un moment donné, à cause de l'érosion de la rivière, ils n'ont pas eu le choix de changer la communauté de place, puis ils ont embarqué l'église sur un petit traversier. Puis là, tout le monde tous les Indiens embarquent dans le projet, puis avec des morceaux de bois, on pousse l'église. Ouais, non, c'est ça. Je verrais pas ça sur le pont à Wemotaci. Ouais, c'est ça. On oublie le projet. Mais c'est ça, mais nous, à Wendake, il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires des maisons. Tu sais, nous, ça fait peut-être, ça fait 300 ans qu'on est dans la région de Québec, puis à Wendake même un peu plus que 300 ans, tandis que les communautés comme Wemotaci, Obidjwan, tout ça, c'est très récent. Fait que le processus est vraiment différent parce que nous, on a un background, tu sais, avec la ville de Québec depuis longtemps. Puis il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires, mais on a le même facteur de non-propriété pour le terrain. Oui. Tu sais, moi, je suis propriétaire d'une petite maison ancestrale, une vieille maison, mais le terrain, il m'appartient pas. Fait que le jour qu'ils vont dire on a besoin du terrain, mais moi, je prends ma maison, j'embarque ça sur un camion, puis je m'en vais quelque part d'autre. Tu sais. My God! Non, c'est fou, mais tu sais, ça arrivera pas dans le sens où à Wendake, on est tellement rendu enraciné qu'ils feront pas de barrage. Tu sais, on est en ville. Tu sais, c'est très différent, la situation. Tandis qu'à Wemotaci, on n'est pas à l'abri d'un barrage hydroélectrique. C'est ça. Puis c'est ça. Sauf que, n'empêche que, mettons, moi, je pourrais devenir propriétaire d'une maison à l'extérieur de Wendake. Mais là, il faut que j'embarque dans tout le processus normal que tout le monde doit vivre, là, tout simplement. Puis, hors communauté. Exactement. Puis, tu sais, moi, j'y réfléchis franchement. Tu sais, j'ai un de mes amis qui a mon âge, qui s'est déplacé à l'extérieur de la communauté avec sa blonde, qui ont acheté une maison, puis c'est comme plus facile quasiment parce que t'embarques dans le moule un peu normal de la société, puis là, tu te fais un nom avec la banque, tu peux aller acheter après ça, mettons, après ça, il a voulu se bâtir un garage, il s'est bâti son garage parce qu'il y avait les moyens financiers à cause qu'il y avait un nom à la banque, tu sais. Tandis que moi, demain matin, si je décide d'acheter une voiture, je vaux rien au nom de la banque parce que ma maison, elle n'est pas saisissable par aucune banque. Il n'y a personne qui peut... Tu sais, j'ai pas de valeur, tu sais. Fait que tu sais, moi, j'ai décidé de rester à Wendake parce que j'ai eu une opportunité puis aussi parce que j'aime ça rester proche de ma famille. Puis je pense que c'est le cas pour plusieurs personnes autochtones, mais tu sais, c'est ça, on n'est pas à l'abri de devoir, d'être obligé de sortir. Puis nous autres aussi, on a plus beaucoup de logements, mais c'est différent la situation, c'est que la ville nous a entourés avec le temps, parce qu'au début, on était au nord de la ville, puis la ville est tellement grossie qu'on est rendu dans la ville. Puis là, on peut plus expansionner.
Fait qu'on se ramasse avec un problème de logement. Tu sais, la plupart des jeunes, ils peuvent pas acheter, ils peuvent même pas louer, il y a même pas d'appartement disponible. Fait que les gens, ben, ils sortent de la ville. Puis ça devient un problème encore plus grave de perte de culture, de perte d'identité. Déjà qu'on on a de la misère avec ça à Wendake, tu sais. Fait que non, c'est ça. Mais tu sais, chaque fois que je visite vos communautés, à Tikamek en particulier, je trouve ça vraiment beau à voir, tu sais, que oui, vous êtes plusieurs, oui, il y a plusieurs problèmes sociaux, mais c'est tellement enrichissant de voir des gens qui gardent leur culture, qui vont dans le bois aussi, tu sais. On essaie le plus possible de trouver des solutions à ça. C'est ça. Je pense que, tu sais, les conseils de bande, justement, travaillent pour l'avancement de ces enjeux-là qu'on retrouve souvent comme la surpopulation des maisons ou la création de logements. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est quelque chose qui partira pas demain, là. C'est tellement ancré très profondément dans d'autres enjeux, justement, d'autres problématiques, que si tu réussis à en régler un, il y a quelque chose d'autre encore que tu vas devoir régler par rapport à ça. C'est sûr. On fait avec qu'est-ce qu'on a pour le moment. Mais oui. La solution ultime, elle n'existe pas. Elle existera peut-être un jour, mais c'est étape par étape, là. Ah, ben c'est super ça. Avez-vous quelque chose à plugger? Avez-vous un projet qui s'en vient? Shawirim, t'as-tu un autre film qui s'en vient? Non, j'ai rien pour le moment, mais c'est sûr que, tu sais... moi, j'ai tendance à embarquer dans tout. Moi, j'ai pas vraiment tendance à penser à est-ce que je participe ou je participe pas. S'il y a quelque chose qui m'intéresse puis que j'ai du temps à mettre dans le projet, j'embarque. Moi, je sais pas, c'est ça qui fait fait tout le temps. C'est ça, tu sais, j'ai pas tendance à planifier aucunement mes affaires. Si ça l'arrive, ça l'arrive. La destinée a des surprises pour moi. Puis c'est comme ça que je marche. Des fois, je finis la job vendredi midi, j'appelle Shawirim. Hey, on s'en va à Montréal. OK. La dernière fois, avec un de nos amis, j'appelle Shawirim. Hey, on s'en va à Trois-Rivières. À 9h le soir. Juste pour... C'est bon. Mais au moins, on a eu le temps d'assister à une activité, une soirée africaine organisée ici à La Tuque, avec Choisir La Tuque. C'était pas CJE? CJE? Ouais. C'est Choisir, CJE, OK. Ouais, c'est le Carrefour Jeunesse Emploi. Carrefour Emploi. Oui, c'était pour clôturer le mois de l'histoire des Noirs. Parce qu'à travers les dernières années, tu sais, on a une certaine population immigrante qui s'est installée à La Tuque. Puis, tu sais, je vais juste dire ça comme ça, mais en fait, on a des personnes de 34 pays différents à travers le monde qui se sont installées à La Tuque, ce que je trouve très... Récemment. Ah, c'est vraiment c'est super intéressant. Puis, tu sais, ça apporte une diversité, une certaine aussi inclusivité à travers la ville. Mais pour célébrer justement les personnes qui venaient d'Afrique, le Carrefour Emploi ont décidé de faire une soirée découverte d'Afrique. Je pense que ça s'appelait justement où les personnes d'origine africaine ont fait des plats spécifiquement de leur pays qui sont venus partager avec la population qui avait acheté leur billet. Puis c'est honnêtement la meilleure nourriture que j'ai jamais mangée. C'était super bon, super savoureux. Il y avait même un pain à base de farine de maïs mélangé avec une préparation à viande avec des légumes à l'intérieur. Je trouvais ça drôle. J'ai regardé Shawirim, j'ai l'impression que ça coûte un shibaïgan typiquement autochtone. Ben oui, c'est ça faisait bizarre, tu sais, de faire ce constat. C'était au niveau de la texture qui était un peu différent, mais au niveau du goût, ça avait pas mal le même goût que le shibaïgan en général. C'était super bon. Puis tout ce qu'il y avait là-dedans aussi, je sais même pas qu'est-ce que j'ai mangé. C'est la première fois de ma vie que je mangeais ça, puis c'était succulent. Puis, mais une autre des activités qu'on a la chance de participer à La Tuque. La Tuque, c'est une ville qui est quand même vieillissante, veut pas, là, tu sais. Puis est-ce que vous ressentez, tu sais, non seulement envers les Autochtones, mais envers justement ces immigrants-là, ces nouveaux arrivants-là, une certaine forme de racisme ou dédain ou peut-être de recul? Un peu, oui. En fait, j'en parlais l'autre jour avec mes collègues de travail. La Tuque, c'est une ville, c'est pas comme Montréal où il y a des gens de toutes les ethnies depuis longtemps. Là, je veux dire, c'est une ville qui est assez jeune. Il y a des réticences, que je dirais. Je pense que c'est plus des réticences, pas nécessairement du racisme, mais ils sont pas nécessairement inclusifs. Je pense que c'est ça l'affaire. Oui, vous pouvez venir s'installer ici, mais tu feras pas nécessairement partie de notre réseau. Je pense que c'est comme ça que je peux décrire avec le phénomène qui est arrivé avec l'arrivée justement de ces nouveaux arrivants. Tu sais, je trouve ça dommage parce qu'en même temps, La Tuque, c'est une belle ville, t'as beaucoup de choses à découvrir, mais si t'as pas la population locale pour te montrer justement les activités qu'il y a à faire ici, La Tuque est très ordinaire si t'as pas ça.
Non, c'est sûr. Non, mais c'est parce qu'on dirait que je le ressens quand même. Quand j'arrive ici, le petit côté que les messieurs, les madames en skidoo, d'un certain âge qui ont de la misère avec ça, j'ai l'impression. Mais il y a une ouverture dans le sens où les gens sont ouverts, mais ils sont un peu... comment je dirais ça? Comme s'ils seraient réticents, comme s'ils seraient pas... Ils connaissent pas le prochain. Fait qu'ils en ont comme un peu peur ou se détachent, mais ils sont ouverts quand même à les recevoir. Moi, je crois que c'est vraiment une question d'habitude. Ouais, parce que quand à Montréal, justement, on parle, c'est multi-ethnie, mais justement, ça fait des décennies que ils sont là-dedans, là. Ils sont habitués à ça. Ici, à la TUC, c'est plus différent. On commence tranquillement, pas vite, à faire changer les mentalités, à faire des découvertes. Parce que tout le monde, en tant qu'être humain, on a peur de l'inconnu. Mais si on n'est pas confronté à aller de l'avant, c'est là qu'on devient réticent. Moi, je pense que c'est juste une question d'apprentissage. Puis c'est une question aussi de mettre un peu sa peur de côté puis aller vers l'inconnu. Il y a tellement de belles choses à découvrir, là. C'est tellement plus gratifiant, c'est tellement plus sécurisant à apprendre de ton prochain que de te dire « Ah non, moi je me bloque, c'est quelqu'un de différent de moi, je veux rien savoir. » Moi, c'est comme ça que je le vois parce que ma mère est atikamekw, mon père est allochtone, puis des fois à la maison, j'entendais des propos plus ou moins plaisants. Puis pendant un moment... Même provenant de ton père? Oui, il est allochtone, puis tu sais, c'est avec le temps que je prends le temps avec lui, tu sais, d'essayer de se faire comprendre que sa manière de réagir face à l'inconnu, que moi, ça me blesse. Puis je pense que juste le fait d'en discuter, puis de prendre le temps aussi de parler de ses ressentis, puis de dire qu'il y a tellement de belles choses que tu peux découvrir à travers la découverte que tout ce que tu dis de négatif, ça n'a pas sa place, là. Puis, mais moi, j'ai confiance, tu sais, avec ce qui s'instaure tranquillement pas vite à la TUC. Il y a quand même une belle jeunesse aussi à la TUC. Il y a beaucoup de la belle business. Puis, ça, il y a du travail à faire. Ouais. Tu sais, à un moment donné, t'es allé passer une soirée au centre-ville, puis on s'est fait accueillir. « Hey, salut les Kawish! » Puis... les Kawish sont arrivés, c'est ça qui nous a dit en rentrant au Ah ouais, hein? Puis tu sais, c'est le même gars qui m'intimidait dans le temps que j'étais au secondaire, que je passais mon temps à dire à la direction que je me sentais pas bien. C'est comme, hey, mon gars, on n'est plus en 1997. C'est ça, c'est ça. Puis quand il a été confronté, « Ah, c'est vous autres les racistes? » Voyons donc, d'où est-ce que tu sors, man? Retourne chez vous te renseigner, je sais pas. Si t'as si peur que ça. Connais-tu ça, Internet? Ouais, c'est ça. Te renseigner, c'est facile. T'as un téléphone intelligent, ça sert à ça. Mais il y a quand même... il y a beaucoup de Français aussi, j'ai remarqué. À travailler avec des Français. Oui, pour une longue période de temps, je travaillais juste avec des Françaises au sein de notre organisme. Mais à travers les dernières semaines, on a engagé des nouvelles employées qui sont québécoises, en fait. Mais c'est ça. Puis à travers mes deux collègues, j'ai appris qu'il y avait beaucoup de personnes françaises qui avaient immigré à la TUC, principalement pour aller à l'école forestière, pour tout ce qui est faune et flore, en fait, là. Parce que vous avez une grosse école qui est reconnue quand même. C'est ça, pour tout ce qui est forestier, en fait. Puis c'est pas mal la raison principale pourquoi ils viennent s'installer à la TUC. Mm-hmm. Puis même nous autres, au Centre d'amitié autochtone, on a une Ukrainienne. Oui, on en a reçu beaucoup là, ces derniers temps. Parce que c'est une réfugiée de la guerre. Non, ça faisait, je sais pas, ça fait combien d'années qu'elle est au Québec, là, mais... Okay. Parce qu'il y en a beaucoup là, depuis la guerre, il y a beaucoup de réfugiés, puis ils dispersent un peu partout. Là. Mm-hmm. Puis est-ce qu'elle vous a parlé un peu de sa situation familiale ou est-ce qu'elle parle un peu plus ou moins, je sais que d'un début de la guerre en Ukraine, elle avait expliqué qu'il y avait de la famille qui était justement là-bas, qui allait se faire rapatrier par ici pour éviter les bombardements puis tout ça, justement. Ouais. Puis est-ce que c'est arrivé finalement? J'ai pas fait de suivi, mais de ce que je pense que c'est correct là, avec sa famille. Nous aussi, en fait, tu sais, au sein de notre organisme, on donne aussi des cours de francisation pour les nouveaux arrivants qui n'ont pas de base en français ou qui ont une certaine base puis qui aimeraient s'améliorer. Puis très récemment, en fait, on a accueilli une Ukrainienne au sein de nos participants. Donc, on a notre formatrice qui donne des cours particuliers pour qu'elle puisse apprendre le français pour éventuellement intégrer notre groupe général pour
qu'elle puisse approfondir ses connaissances. Mais elle, de ce que j'ai compris, ça fait pas très, très longtemps qu'elle est arrivée à la TUC, justement. Elle a été parrainée, si je me souviens bien, pour venir s'installer ici. Wow, hein? Ça, c'est vraiment... c'est vraiment quelque chose de gros, là, tu sais, de l'arrivée des Ukrainiens au Canada. En tout cas, ben, je leur souhaite qu'ils puissent quand même bien s'intégrer, tu sais. Ah puis, Oui. Puis en tout cas, avec les Atikamekw, ils vont être bien reçus, ça, c'est sûr et certain. Wow. Mais ouais, fait que moi, je terminerai là-dessus. C'était super intéressant comme conversation. Merci beaucoup, les filles. Merci. Ça fait Tiawak, plaisir. Miigwech, puis On a parlé de plein de choses. Ouais, non, mais c'est ça, parce que la saison 2, tu sais, on voulait... Parce qu'on parlait beaucoup formellement de ce que les gens faisaient dans la vie, Ah, ok. puis ça. Puis, tu sais, je me suis dit, si on veut vraiment apprendre à connaître les gens, ben, tu sais, il faut parler un peu du quotidien, puis faire un peu la conversation. Fait que, oui, on parle un peu de vos projets, parce que c'est un peu ça le mandat du podcast, mais en même temps, rendre ça plus intéressant, plus vivant. Fait que... Oui. Ouais, puis gênez-vous pas à partager le podcast sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis les gens qui écoutent en ce moment, je vous souhaite d'avoir du plaisir à écouter la saison 2 de Quick Certainement. Podcast. On va partager Avec nos réseaux. Ouais, c'est ça. Bon, ben merci, Miigwech, Tiawak, que vous écoutiez le Quick Podcast. Miigwech. Ah oui, applaudis, toi!